Et si le prochain Zola vivait actuellement dans un HLM? Parce que moi, j'ai une théorie. Aujourd'hui, Émile Zola est étudié au lycée, célébré par les institutions et considéré comme l'un des plus grands écrivains français. Mais si de nos jours il publiait un roman, je suis pas sûre qu'on le mettrait dans la case des grands écrivains. Je pense qu'on le mettrait dans une catégorie beaucoup plus étroite, peut-être même dans la catégorie des auteurs de banlieue. Parce qu'avant d'être un monument national, Zola écrivait sur les pauvres, les ouvriers, les marginaux, les immigrés et tout ce que la littérature regardait rarement. Il racontait les quartiers populaires, les vies précaires et tout ce qui était considéré comme trop vulgaire pour rentrer dans les livres. Alors pourquoi certains écrivains deviennent universels en racontant leur quotidien, quand d'autres restent enfermés dans une étiquette géographique? Zola, c'est un petit gars qui était pas vraiment destiné à devenir écrivain. Il a raté 2 fois son bac, il se disait que c'était l'archouma pour sa maman, mais il démérite pas, il s'en sort et il devient même journaliste. Il apprend à enquêter, à observer et à décrire la société dans laquelle il vit et il écrit des tonnes d'articles. Zola devient alors l'une des figures clés du naturalisme. Pour vous la faire simple, c'est un mouvement littéraire qui s'intéresse à la société et à l'observer avec une précision scientifique. On dit donc souvent que Zola observait la société comme un journaliste et c'est exactement ce que fait cette BD, Nanterre avant l'orage, du journaliste Fera Alani et au dessin Ulysse Gris. C'est publié chez la maison d'édition Steinkiss et on y découvre Nanterre. Plus précisément sa cité Pablo Picasso, avec ses énormes tours surnommées les tours nuages. Ce que j'ai adoré dans la BD, c'est qu'on va pas seulement nous parler des habitants, mais on va revenir aux origines de la cité. Et on va nous parler de toute son architecture. On suit les familles venues d'Algérie, du Portugal, du Maroc. Et d'ailleurs, pourquoi chacune s'y installe avec le rêve d'une vie meilleure. Et ça m'a beaucoup rappelé Zola. Partir d'un lieu, d'un quartier, de gens ordinaires pour raconter quelque chose de plus grand. Pour revenir rapidement sur l'histoire des cités, après la Seconde Guerre mondiale, la France manque de logements. Le pays connaît le baby-boom, les villes attirent de plus en plus d'habitants, et l'immigration de travail participe à la reconstruction économique. Pour répondre rapidement à cette demande, on construit de grands ensembles en périphérie des villes. Quand les grands ensembles sortent de terre dans les années 1950 et 1960, pour beaucoup, c'est une bête d'amélioration des conditions de vie. Pour la première fois, beaucoup de familles découvrent des appartements avec l'électricité, l'eau courante et des salles de bain. À leur arrivée, ces quartiers, ils incarnent la modernité. Mais à partir des années 1970, la situation change. La crise économique frappe les industries qui emploient une grande partie des habitants. Le chômage augmente. Les personnes qui ont les moyens déménagent vers d'autres quartiers et d'autres accèdent à la propriété. Les logements sociaux les plus dévalorisés accueillent progressivement les populations les plus précaires. Dans le même temps, l'entretien de certains immeubles se dégrade. Les services publics et les petits commerces se raréfient dans certains secteurs et les investissements ne suivent pas toujours les petits besoins. Dans le même temps, l'entretien de certains immeubles se dégrade et ça on le voit carrément dans la BD. Petit à petit, ces territoires se retrouvent associés aux difficultés sociales dans les médias et dans le débat public. La banlieue devient moins un lieu qu'une étiquette. Elle est souvent réduite à ses problèmes alors qu'il y a des tonnes de personnes qui vivent des vies complètement ordinaires. C'est cette histoire de déclassement progressif mais aussi de stigmatisation qui explique pourquoi aujourd'hui la banlieue occupe une place si particulière dans l'imaginaire collectif et ça, c'est très bien expliqué dans la BD alors forcément, je vous la recommande. Fera Alani a donc une posture de journaliste et il va nous parler de tout ce qu'on ne voit pas quand il est question de Nanterre dans les médias. Il parle des associations, de solidarité, des habitants qui font vivre le quartier au jour le jour. Et il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée dans cette BD. Dans ce quartier, la mémoire se trouve pas dans les livres. Alors lui, justement, il entreprend de nous la raconter. Puis arrive la mort de Naël et la BD va interroger ce moment de rupture. Elle montre comment certaines colères s'accumulent, pourquoi elles explosent parfois, et comment on fait notre maximum pour continuer de faire résonner des noms comme Zied, Bouna, Naël ou encore Adama. Si j'avais envie de vous présenter cette BD, c'était aussi pour vous poser une question toute simple, qui raconte les quartiers populaires? Et comment reprendre la main sur son propre récit quand certaines personnes racontent déjà le nôtre? Si Zola vivait aujourd'hui, il écrirait probablement sur des sujets comme la mort de Naël, les violences sociales, les inégalités territoriales ou les tensions entre la police et la population. Il allait chercher les sujets brûlants de son époque. Et comme on regarde parfois de très loin, on oublie à quel point Zola était engagé, et même on peut le dire, c'est pas un gros mot, il était militant. En gros, si un sujet faisait polémique au 19e siècle, on était à peu près sûr que Zola il était en train de prendre des notes dessus. De son vivant, il écrit des centaines d'articles. Il commente l'actualité, il critique les responsables politiques, et il s'intéresse à tout ce qui traverse la société française. Quand une injustice le révolte, il attend pas 20 ans plus tard pour en écrire un roman. Il prend position, il a pas peur le boug, et d'ailleurs c'est peut-être ça qui a mené à sa mort, en tout cas, il y a des rumeurs. L'exemple le plus célèbre reste l'affaire Dreyfus, qui éclate en 1894 alors que le capitaine Alfred Dreyfus est accusé à tort d'avoir transmis des informations militaires à l'Allemagne. Condamné et envoyé au bagne, il devient alors le symbole d'une erreur judiciaire nourrie notamment par l'antisémitisme. En 1898, alors qu'une grande partie du pays préfère détourner le regard, Zola publie son fameux « J'accuse » à la une d'un journal. Il accuse l'armée, la justice et le pouvoir politique d'avoir condamné un innocent.
Le texte provoque un scandale national et Zola est poursuivi en justice, condamné et contraint à l'exil en Angleterre. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut pas non plus imaginer que Zola était parfait. Certes, il a pris la défense du capitaine Alfred Dreyfus, mais dans sa vie, il a eu des takes beaucoup moins stylés. Déjà à son époque, il parle de race, et il attribue parfois des caractéristiques morales ou psychologiques à des groupes entiers, ce qui correspond aujourd'hui à une vision raciste ou pseudo-scientifique. Ces descriptions des populations colonisées sont pas ouf non plus, je vous laisse regarder si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, je vous fais pas l'apologie de Zola, je pense que sur certaines choses, il aurait été un grand monsieur encore aujourd'hui, mais pas sur tout. Mais revenons-en à notre littérature de banlieue. Dans les années 1980, tenez-vous bien, on parle plutôt de littérature beurre, pour désigner les écrivains issus de l'immigration maghrébine, comme par exemple Azouz Begag ou Farida Belgoul. Puis dans les années 1990, Dieu merci, cette étiquette, elle commence à être plutôt mal vue. La notion de littérature de banlieue prend alors de l'ampleur, pour englober davantage de parcours et de territoires. Des chercheurs expliquent même que ce qu'on appelle la littérature de banlieue, en fait, elle a été appelée comme ça après, par des médias, des critiques ou l'université pour mettre ensemble plein de littératures différentes. Les premières révoltes urbaines, elles datent pas de 2005, mais ce sont les plus médiatisées. Le 27 octobre 2005, deux adolescents de 15 et 17 ans, Zied Benna et Bouna Traoré, meurent électrocutés après s'être réfugiés dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois. Leur mort déclenche plusieurs semaines de révolte dans de nombreuses banlieues françaises et ouvre un vaste débat sur les relations entre la police, les quartiers populaires et les discriminations. Après les révoltes de 2005, les maisons d'édition s'intéressent de plus en plus aux récits venus de quartiers populaires. Gallimard publie 10 violentes de Mohamed Razan, Hachette mise sur des autrices comme Faiza Guène avec Du rêve pour les oufs, ou Beau Story. Lattès publie Le poids d'une âme de Mabrouk Rachedi, et chez Stock, il y a des essais comme Cité à comparaître, Supplément au roman national ou Chronique d'une société annoncée. Et ces livres cherchent à comprendre ce que des territoires racontent de la France contemporaine. À l'époque, Jean-Marc Robert, écrivain et éditeur au sein des éditions Stock, dira même « Depuis les émeutes, près d'un texte sur 5 que je reçois est l'œuvre d'un jeune de banlieue. » Et cette littérature est beaucoup plus diverse qu'on l'imagine souvent. On y trouve des histoires d'amour, des récits familiaux, des romans d'apprentissage, des réflexions politiques, des enquêtes sociales, des histoires d'amitié, bref, on y trouve de tout. Comme chez Zola finalement. Quand on pense à Germinal, on pense aux mines, pourtant le roman parle aussi d'amour, de solidarité, de colère, de dignité et d'espoir. De la même manière, ces auteurs ne parlent pas uniquement de banlieue. Ils parlent de la société française à partir de la banlieue. C'est peut-être d'ailleurs l'un des points les plus frappants avec Zola. Lui aussi était souvent réduit au sujet qu'il traitait. On parlait du romancier des ouvriers, de la misère, de l'alcoolisme. Aujourd'hui, on le considère comme un grand écrivain qui a raconté toute une époque. La question est plutôt de savoir si on est en train de lire ces auteurs comme des auteurs à part entière, ou simplement comme des témoins d'un territoire. Et parmi ces auteurs et ces autrices de l'époque, qui perd enfin cette étiquette de littérature de banlieue, c'est Faiza Guène. Lorsque Kif Kif Demain paraît, en 2004, avant les révoltes, elle n'a que 19 ans. Elle publie encore plus jeune que Zola. Le livre raconte l'histoire de Doria. Elle vit à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Et ce qui frappe dans Kif Kif Demain, c'est que Faiza Guène ne décrit pas la banlieue comme un décor exceptionnel ou spectaculaire. Elle la montre comme un lieu de vie normal, avec ses galères, ses blagues, ses histoires d'amour, ses assistantes sociales, ses voisins et ses rêves d'avenir. Et c'est peut-être pour ça que le roman a marqué autant de lecteurs. Alors après les révoltes de 2005, Faiza Guène devient malgré elle l'un des visages médiatiques de la banlieue. On l'invite à commenter l'actualité, à expliquer les quartiers populaires, parfois même au nom de toute une génération. Elle expliquera plus tard qu'on lui demandera notamment son avis sur les émeutes, l'immigration ou le voile, mais rarement sur son travail littéraire. Fatima Das a elle aussi connu une forme d'instrumentalisation médiatique après le succès de La Petite Dernière en 2020. Le roman raconte pourtant quelque chose d'assez intime, une jeune femme qui tente de faire coexister plusieurs identités à la fois sans renoncer à aucune d'entre elles. Mais très vite, une partie de la presse présente Fatima Das comme un symbole. Pour Faiza Guène, très vite, le roman devient un phénomène éditorial. En France comme à l'étranger, beaucoup découvrent à travers elle une réalité qu'ils connaissaient mal. Comme Zola avant elle, Faiza Guène commence par raconter un milieu que certains considèrent comme trop populaire, trop quotidien ou pas assez littéraire. Pourtant, son œuvre va progressivement dépasser cette étiquette. Tous les deux ont commencé en écrivant sur des populations que la littérature regardait peu. Tous les deux ont été associés à un territoire ou à un milieu social précis. Et tous les deux ont fini par dépasser cette catégorie pour être reconnus avant tout comme des écrivains. Alors je suis pas en train de vous dire que Faiza Guène est la Zola du 21e siècle, ni que Rachid Jaidani est le nouveau Germinal. Ce qui m'intéresse, c'est comment la littérature se pose toujours autour des mêmes questions. Qui a le droit de raconter? Qui mérite d'être dans les livres? Et qu'est-ce qu'on considère digne comme de la littérature? Parce que quand quelque chose de nouveau arrive en littérature, c'est pas toujours compris. Avant 2005, il y a un auteur qui fait du bruit. C'est Rachid Jaidani. Il publie Bunker en 1999 et il propose une langue orale
rurale, vivante, avec du verlan, des expressions de quartier et les influences de l'immigration. Cette écriture lui vaut autant d'éloges que de critiques. Certains saluent une nouvelle voix, authentique, d'autres considèrent que cette même langue n'est pas assez littéraire ou qu'elle s'éloigne trop des normes du français académique. Ce qui est intéressant avec cet auteur, c'est qu'il a jamais essayé de lisser son écriture pour rentrer dans une catégorie plus académique. Au contraire, il revendique cette langue, cette musicalité et cette manière de raconter le monde. Son succès a contribué à ouvrir la voie à d'autres auteurs qui eux aussi, et elles aussi, voulaient écrire sans abandonner leur manière de parler. De son côté aussi, le succès de Zola a suscité beaucoup de méfiance. Avec Thérèse Raquin, l'un des premiers romans naturalistes de Zola, il s'intéresse aux passions, au milieu social et à la psychologie des personnages. Nombre de ses confrères écrivains et critiques méprisaient sa popularité, l'accusant d'adopter des thèmes vulgaires et un style grossier pour faire vendre. Ils contestaient sa capacité d'observation, surtout au niveau des personnages, en mode il sait pas de quoi il parle. Il y a une forme d'incompréhension, le journal Le Figaro parle carrément de pornographie, d'autres critiques parlent d'un style qui pue, et ça devient encore plus violent avec certains critiques conservateurs, comme Barbet d'Orvilly, qui traite Zola de Michel-Ange de la crotte. Le critique Louis Ulbach attaque ce qu'il appelle une littérature putride et accuse Zola de faire jaillir le pu de la conscience. Il faisait d'ailleurs aussi très souvent l'objet de caricatures. On retient aujourd'hui le classique étudié au lycée, mais ses contemporains retenaient autre chose. Un écrivain vulgaire, obsédé par la misère, qui donnait une place trop importante aux classes populaires, jugées peu nobles. Ce qui est majeur ensuite, c'est qu'on retrouve un mécanisme que Zola a bien connu. Un phénomène social éclate, tout le monde débat, la littérature s'en empare. Zola, c'était pas seulement un écrivain, c'était aussi quelqu'un qui avait un sens aigu de l'actualité. Il savait trouver les grandes fractures de son époque et les transformer en romans. Dans Les Rougon-Macquart, par exemple, c'est un peu comme si Zola avait décidé de faire 20 saisons d'une même série familiale qui va mal. Pendant 20 romans, il suit les membres d'une même famille qui se disputent, tombent amoureux, font faillite, deviennent riches, commettent des crimes ou travaillent dans les mines. Et à travers eux, il raconte toute la société du 19e siècle. Force à ma mère qui les a lus pendant le Covid, alors que moi j'étais en train de lire Proust. Ouais, l'ambiance elle était studieuse. Et c'est exactement ce que fait Zola. Avant d'écrire, il enquête. Pour Germinal, il descend dans les mines du Nord, discute avec les ouvriers et observe les conditions de travail. Pour l'Assommoir, il passe du temps dans les quartiers populaires de Paris pour comprendre le quotidien des travailleurs. Pour Au Bonheur des Dames, il étudie dans les grands magasins. Et pour La Bête humaine, il monte même dans des locomotives pour parler avec des cheminots. En gros, Zola, il faisait pas que du repérage pour ses romans, limite il faisait un stage. La différence, c'est qu'il allait observer des milieux qui n'étaient pas les siens. Alors que beaucoup d'auteurs et d'autrices de banlieue racontent de l'intérieur ce qu'ils savent déjà. Et c'est ce que fait une autrice que j'adore tout particulièrement, c'est Nacera Tamer avec son livre Allô la place. Parce qu'en le lisant, j'ai beaucoup pensé à Zola. Pas parce qu'ils écrivent de la même manière, mais parce qu'ils partagent quelque chose. L'idée que la littérature peut commencer par l'observation. Allô la place raconte l'histoire d'une femme qui grandit entre plusieurs langues et qui est un peu paumée. Elle tente de réapprendre le darija, l'arabe marocain de ses parents. À travers les taxiphones, les conversations téléphoniques et cet apprentissage de la langue, elle explore les questions d'exil, de transmission, d'identité, de mémoire. C'est à la fois une histoire intime et un portrait d'une France multiculturelle et populaire. Pour l'autrice, les taxiphones deviennent ce qu'étaient pour Zola les mines ou les grands magasins, des lieux où on regarde la société fonctionner, où on écoute les gens parler et où on comprend comment une époque fonctionne. Et ce qui est intéressant, contrairement au naturalisme de Zola, personne s'est mis autour d'une table un jour et s'est dit tiens, on va appeler cette littérature la littérature de banlieue. Il n'y a pas eu de manifeste, pas d'école littéraire, pas de mouvement revendiqué avec des règles communes. Ce sont des journalistes, des critiques, des éditeurs, des universitaires qui ont commencé à regrouper tout un tas d'auteurs sous la même étiquette. Et c'est là que les choses deviennent quand même un peu étranges. Parce qu'on parle de littérature de banlieue, mais on parle pas de littérature bourgeoise du 7e arrondissement. On range pas dans une catégorie précise les auteurs qui racontent leur vie dans les beaux quartiers. Pourtant, une chose est claire, eux aussi ils écrivent depuis un territoire, depuis un milieu social et depuis une expérience de vie située. Alors pourquoi il y a un tel décalage? Alors évidemment, Zola a jamais connu les banlieues telles qu'on les connaît aujourd'hui. La comparaison avec Zola, elle a ses limites. Aucun auteur contemporain n'occupe aujourd'hui la place qu'il occupait dans le débat public. Mais ce qui rapproche Zola des auteurs de banlieue, c'est ni leur influence ni leur notoriété. C'est leur volonté de raconter des réalités sociales que d'autres préféreraient ignorer. Mais en tout cas, si on remarque bien une chose, c'est que les catégories qu'on utilise pour classer des auteurs et des autrices, eh bien elles sont provisoires. Aujourd'hui, on parle de Zola comme d'un monument national. Au 19e siècle, beaucoup le voyaient comme un fils d'immigrés italiens qui écrivait des romans scandaleux sur les classes populaires. Après les révoltes de 2005, quelque chose bouge enfin dans le milieu du livre. Une nouvelle génération d'écrivains gagne en visibilité et raconte les quartiers populaires avec ses propres mots. Bon, les médias et les critiques savent pas trop quoi en faire, donc ils appellent ça la littérature de banlieue, mais enfin, pour la première fois, elle existe.
Alors d'un côté, certains auteurs revendiquent complètement cette appellation, ils en jouent même. C'est le cas de Rachid Santaki, auteur de polar, journaliste, entrepreneur de presse, romancier et scénariste. Et il se contente pas d'écrire des livres, il les affiche dans les rues de Seine-Saint-Denis, réalise des clips promotionnels avec des rappeurs et construit une véritable stratégie de visibilité. Son objectif est simple, faire exister des récits souvent absents des rayons des librairies comme des plateaux télé. Et au fond, je crois que c'est pas si éloigné de Zola. Avant d'être l'écrivain qu'on étudie au lycée et qu'on connaît, il travaille chez Hachette à la publicité. Il soigne son image, provoque le scandale, répond à ses critiques dans la presse et sait parfaitement attirer l'attention sur ses romans. Si Zola vivait aujourd'hui, il serait probablement moins surpris qu'on l'imagine par les affiches de Rachid Santaki ou ses vidéos promotionnelles sur les réseaux sociaux. Il serait peut-être même influenceur. Les outils ont changé, mais l'idée reste la même, faire parler de ses livres pour faire circuler ses idées. Pour autant, certains auteurs et certaines autrices rejettent complètement ce terme qu'ils considèrent comme stigmatisant. Ça voudrait dire que leur littérature ne parle pas à tout le monde. Mousse Béniard rappelle qu'écrire un livre reste le même travail que l'on vienne de banlieue, d'un village ou des beaux quartiers. Dans Chien de la casse, Mousse Béniard raconte l'histoire de jeunes qui grandissent dans un quartier populaire entre amitié, débrouille, ennui, rêve, avenir. Le roman s'intéresse surtout à ce moment où l'on commence à comprendre que tout le monde ne part pas avec les mêmes cartes en main et où l'on essaye malgré tout de se construire une place. Le livre évite beaucoup de clichés habituels sur la banlieue. On n'est pas sur un récit uniquement centré sur la violence ou sur le trafic. Mousse Béniard s'intéresse davantage aux relations humaines, aux discussions entre amis, aux frustrations, aux espoirs et à la manière dont un environnement social influe les trajectoires sans jamais les déterminer totalement. Il revendique une chose et une seule chose, écrire reste écrire. Son travail n'est pas différent juste parce qu'il vient d'une cité ou d'une banlieue. Pourtant, ses livres sont souvent lus avec cette origine géographique, comme si son territoire passait parfois avant son statut d'écrivain. C'est justement l'un des grands débats autour de ce qu'on appelle la littérature de banlieue. Est-ce qu'on lit ces auteurs pour leurs œuvres ou parce qu'on les lit à partir d'un endroit qu'on considère qu'on connaît mal? Même son de cloche, c'est Kautar Archi. Elle explique ne se sentir investie d'aucune mission particulière et refuse d'être réduite au rôle de porte-parole. Pour elle, son écriture s'adresse autant à l'émotion qu'à la réflexion, laissant à chacun et chacune la liberté de trouver ce qu'il ou ce qu'elle souhaite. En 2005, beaucoup de livres ont été lus comme des livres sur la banlieue. Et aujourd'hui, de plus en plus de livres sont vus comme simplement écrits depuis la banlieue. Et aujourd'hui, c'est devenu encore plus difficile de mettre dans une seule case les auteurs et autrices de banlieue, puisqu'en fait, ils et elles parlent de tous les sujets. Je pense par exemple à un livre qui m'a marqué, Djinn de Seynabou Sonko, publié en 2023. Le roman parle de transmission familiale, de croyances, de mémoire, mais aussi de santé mentale, un sujet dont on parle finalement assez peu lorsqu'il est question de banlieue. Comme si certains thèmes étaient considérés comme universels, tandis que d'autres devaient forcément être ramenés à des questions de territoire ou de sécurité. Et au fond, c'est peut-être ce qui rapproche le plus Seynabou Sonko de Zola. Tous les deux s'intéressent à ce qui se passe à l'intérieur des individus, autant qu'à ce qui se passe autour d'eux. Les conditions de vie, la famille, l'environnement social, les traumatismes ou les croyances qui vont façonner leurs personnages. Simplement, les questions ont changé d'époque. Et c'est peut-être la preuve que la littérature de banlieue n'est pas juste en train de raconter la banlieue. Elle raconte aussi l'amour, le deuil, la santé mentale, les relations familiales, la spiritualité, et tout ça depuis la banlieue. Et avant, il y a quelques années, il n'y avait pas vraiment la place pour ça. En fait, c'était déjà dans les livres qui parlaient de banlieue, mais d'un point de vue éditorial, c'était pas ce qu'on voyait. Bon, par contre, ce qui est frappant, c'est que après le boom de la littérature de banlieue dans les années 2000, il n'y a pas des tonnes d'auteurs qui sont restés visibles. Il y en a quelques-uns quand même, c'est pas des exceptions, mais il y en a beaucoup qui ont publié un livre et puis après qui n'ont pas été republiés. Et c'est là que je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que certains écrivains sont des écrivains tout court alors que d'autres restent des auteurs de banlieue? L'histoire est remplie d'auteurs et d'autrices qu'on a d'abord réduits à leur milieu social avant de devenir universels. Je pense par exemple à Annie Ernaux, qui était l'écrivaine transfuge de classe. Bon, Zola, vous avez compris ma passion pour lui, qui était l'écrivain des ouvriers. La question des prix littéraires aussi est assez révélatrice. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, les auteurs issus de quartiers populaires ne sont pas totalement absents des récompenses. Mahir Guven a reçu le concours du premier roman pour son livre Grand Frère, et Mokhtar Hamoudi a remporté le prix Goncourt des détenus avec Les conditions idéales. Ce qui me frappe, c'est que pendant longtemps, leur succès il a d'abord été mesuré comme un succès social avant d'être mesuré comme un succès littéraire. Mais ils participent à décider quel livre mérite d'entrer dans le patrimoine culturel, quel auteur devient des références, quels récits sont considérés comme représentatifs de leur époque. Alors est-ce que d'un point de vue littéraire, la mort de Naël a eu le même effet que la mort de Ziad Ebouna? Pas vraiment. On peut dire que le contexte est très différent. La différence, c'est qu'en 2005, l'apparition des récits, elle paraissait nouvelle. Aujourd'hui, ces voix-là, elles existent déjà, notamment grâce aux réseaux sociaux, et on n'attend ni les journalistes ni les éditeurs.
Alors oui, elle s'exprime par les romans, mais aussi par le documentaire, par le rap, par les podcasts, les médias indépendants, les réseaux sociaux. Et puis il y a des autrices comme Kawthar Archi ou Diati Diallo pour qui j'ai énormément de respect. Des journalistes comme Flora Alani. Et des projets collectifs nés à Nanterre juste après les révoltes pour continuer de raconter ces territoires et leurs habitants. Ce qui me frappe, c'est que finalement on retrouve une question qu'on trouvait déjà au 19e siècle avec Zola. Comment est-ce qu'on raconte les fractures de la société? Il savait aussi que les grandes secousses sociales provoquent des récits. Plus d'un siècle plus tard, les sujets ont changé mais la mécanique reste la même. À l'époque, Zola est accusé de salir la littérature française. Aujourd'hui, il est la littérature française. Et il n'est pas devenu un monument parce qu'il parlait de sujets nobles. De nos jours, c'est toujours l'un des plus traduits dans le monde et l'un de ceux dont l'œuvre a inspiré le plus de films. Aujourd'hui, Zola paraît évident, classique, intouchable. Mais à son époque, beaucoup considéraient qu'il écrivait une littérature vulgaire et dangereuse. Alors je me demande parfois quels auteurs on est en train d'enfermer dans des cases qui deviendront des classiques demain. Et surtout, est-ce qu'on est en train de reproduire les mêmes mécanismes que ceux du 19e siècle? C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Désolée, le soleil m'a beaucoup embêtée. J'avais très envie de faire cette vidéo, à vrai dire, depuis quasiment le début de ma chaîne, j'avais envie de vous parler de la littérature de banlieue et je savais pas trop comment le faire. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit parallèle avec Zola. En tout cas, j'ai trop envie d'avoir votre avis dans les commentaires. J'espère que je vous aurai fait découvrir quelques livres. Il y a tout en barre d'infos de toute manière. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Allez, salut!